Les podcasts de la 46e édition de Cinéma du Réel. Dans le cadre de la programmation Front Populaire et en partenariat avec l'Humanité, discussion avec Jean-Gabriel Perriot et Pablo Laparra, animée par Diego Chauvet, à l'issue de la projection du film Se souvenir d'une ville de Jean-Gabriel Perriot. Bien, rebonsoir. Donc nous nous retrouvons maintenant pour discuter de ce documentaire. J'avais rappelé tout à l'heure un petit peu le contexte de ce qu'avait été cette première guerre de retour sur le continent européen euh, il y a déjà une trentaine d'années. Un siège particulièrement violent qui avait fait, rien que le siège de Sarajevo avait fait dans les 12 000 morts en 3 ans. Donc, partant de ce rappel, Jean-Gabriel, je voulais te demander justement pourquoi tu avais choisi spécifiquement ce retour sur Sarajevo, sachant que il existe des tas d'images d'époque réalisées par les chaînes de télévision internationales. C'était un conflit qui avait été très très médiatisé. Et pourquoi donc du coup aussi ce choix de recourir à des habitants de Sarajevo qui en amateur ont tourné ces images? Ben, c'est un processus en plusieurs étapes. La première, c'est je suis invité à Sarajevo, je pense 2005-2006, pour présenter mes premiers courts-métrages. Et la ville elle-même, cette ville encore, ça faisait 10 ans que la guerre était finie, donc on est encore dans une vraie ville d'après-guerre, avec à la fois ce que ça veut dire de cicatrices dans la ville et sur les gens, et aussi une ville d'hyperactivité, hyper vivante, en tout cas à ce moment-là. Et invité par ce festival, il était organisé par la fac, et grosso modo, j'avais à peu près le même âge que les gens qui me recevaient. Moi, ce que je connaissais de la guerre, c'était ce que j'en avais vu à la télévision. J'avais 18 ans, en 92. Donc c'est comme toutes les guerres, on est dedans, au bout d'un moment on se lasse, on repart, on revient, mais je me rappelle que c'est vrai que cette guerre nous avait quand même particulièrement touchés parce que c'était au cœur de l'Europe et qu'on ne comprenait pas bien que ça arrive. Enfin, on se sent toujours démuni, mais là c'était une guerre pour une fois un peu proche, donc probablement on avait un peu plus d'empathie. Donc voilà, je la suivais comme on pouvait la suivre, quoi. Et arrivé là-bas, du coup, de discuter avec les gens qui m'accueillaient et les gens qui étaient là autour du festival, mais surtout avec les gens de mon âge et les garçons, inéluctablement, à un moment arrive la question de la guerre, parce qu'ils l'ont vécu. Et là, d'un coup, ça devient quelque chose de très, très différent quand quelqu'un, je ne sais pas, Mario, qui me dit moi, pendant 3 ans, j'ai ramassé des cadavres sur la ligne de front. Voilà, 3 ans de sa vie. Avec ce garçon, on écoutait les mêmes groupes de musique, on regardait les mêmes films, on avait la même pensée du monde. Et ça, c'était son expérience. Et là, ça devient quelque chose d'excessivement concret. Et je m'étais dit, en partant de là, un jour, je ferai un film. J'avais besoin de faire un film. Alors lequel, tout ça prend des années. Et à un moment, je décide de commencer un travail sur Sarajevo, très loin de celui-là. Et c'est juste qu'à un moment, dans les recherches, ce qui m'intéressait quand même, c'était quelles étaient les images sur toute l'histoire de la ville produites par les habitants de la ville eux-mêmes, parce que les premières cibles pendant le siège, c'était les lieux d'archives. Parce qu'on efface la mémoire. Et donc, du coup, les archives, aujourd'hui, il en reste très, très peu. Donc, c'était quoi ces images, à quoi elles peuvent nous servir et tout ça. Et au moment où j'arrive dans ma recherche sur le siège, donc je regarde tout, y compris les télévisions étrangères, les films d'auteurs étrangers, documentaristes, ou les films produits sur place après coup, No Man's Land, enfin les films de fiction, un peu les gros films de fiction. Et j'arrive au moment où je commence à regarder les films, à essayer de repérer les films produits sur place. Et je tombe sur 2 pièces, pour moi, qui sont les plus grands films sur Sarajevo, qui sont le film de Serdran, Comment j'ai brûlé des jambes, dont il y a un assez long extrait. Le film est sidérant, vous en avez vu un bout.
Donc Serran se présente, c'est un jeune réalisateur, enfin c'est un jeune étudiant de l'école de cinéma. Déjà c'est un peu intriguant, on se dit, ouais, pourquoi il nous dit ça, etc. Et je vois un deuxième film qui est La piste de la vie, qui est le film donc, de Dino, quand des gens essaient de rentrer à Sarajevo en traversant la piste. Un film sur lequel je ne comprenais mais absolument rien, mais très important. Enfin, un truc très important. Et quand je fais des recherches à un moment sur ce film, je vois que l'auteur a 20 ans. Et du coup, je me retrouve avec mes deux films les plus importants, c'est deux jeunes gens qui avaient mon âge à l'époque, hein, grosso modo. Et là, je reviens au point de départ et je décide de faire un film où c'est quoi d'avoir 18 ans à Sarajevo quand on fait des images. Comment on peut, en sachant qu'avoir 18-20 ans à Sarajevo, c'est être mobilisé. C'est-à-dire la prise d'armes, possiblement, aller au front avec un pistolet et se battre avec un pistolet. Moi, je pense qu'à 18 ans, je me serais caché dans la cave, quoi. Je pense que beaucoup d'entre nous, quoi. Et d'un coup, je me dis, mais du coup, pourquoi ils continuent de filmer ? À quoi ça sert ? On voit qu'il y a des raisons différentes. Hein. C'est pour éviter le front, notamment, quand on est cinéaste, c'est pour survivre. Enfin, ils ont des stratégies différentes. Et j'avais besoin de retourner là-dessus pour voir ce que ça pouvait m'apprendre, en fait, ces images-là. On comprend ta décision à toi pour faire ce film. En même temps, on sait que là-bas, parmi les gens qui ont vécu la guerre, tu parlais des cicatrices sur la ville, des cicatrices sur les personnes. C'est un sujet qui est difficile à aborder dans les conversations. Alors, quand une relation de confiance se noue, ça fonctionne. Mais comment après ils acceptent cette fois non seulement de fournir les images, mais d'apparaître dans ton film et eux de s'y confronter. Non, tu as raison. La plupart des gens qui ont vécu la guerre à Sarajevo sont toujours médicamentés, ils ont toujours des troubles post-traumatiques. La drogue est utilisée assez facilement aussi, des gens qui l'ont vécu, parce qu'ils sont encore très très fragiles. Et effectivement, surtout pour ceux qui ont connu le front ou d'autres expériences très traumatiques, mais en ce qui nous concerne, ceux qui étaient au front, c'est difficile d'en parler. Alors l'élément qui est très important, c'est justement l'adéquation, c'est enfin le fait qu'on ait beaucoup de communs, des garçons du même âge qui avons le même métier. Et là, le même métier est super important parce qu'en fait, comme dans tous les endroits où il y a eu de la guerre, il y a 10 000 personnes qui débarquent chaque jour à Sarajevo, qui vont voir les gens en disant « Ah, tu peux me raconter ton histoire de la guerre ?»« Ah oui, et qu'est-ce qu'ils ont fait les Slovènes pendant que vous étiez... » Non, ce n'est pas les Slovènes qui étaient dans ces guerres. Enfin, il y a plein de naïfs qui arrivent là-bas avec soit des gens de la télé, soit des gens qui veulent faire des films et qui n'ont même pas lu un bouquin, quoi. Donc ils en ont assez, et puis souvent les films sont assez mauvais. Donc ils ne veulent pas aussi parler pour ça. Mais moi, j'arrivais avec eux en leur disant, moi, ce que je veux, c'est qu'on parle de cinéma, de votre expérience de cinéaste à cet endroit-là. C'est quoi vos images ? Et on va faire un film de cinéma. Donc ils ont regardé mes films d'avant, ils ont vu que les films étaient sortis, qu'ils étaient allés en festival. Donc ça rendait mon projet un peu sérieux. Et là, ça offre un cadre pour eux dans lequel ils peuvent commencer une relation. Et après c'est le temps, c'est le travail du temps, c'est d'avoir passé des années à aller boire des bières et des cafés avec eux, enfin pour certains d'entre eux, hein, parce que je n'ai pas la même relation avec les 5. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Par exemple, Shoba, donc l'artiste qui a toujours le truc noir, il m'avait dit non. Il m'avait vraiment dit non. Et un an après, comme il y a eu le Covid, tout ça, ça s'est décalé. Un an après, il me dit maintenant, c'est le temps. Je veux être dans le film. Et c'était le temps même où... donc il habite à New York, hein, il n'est pas là-bas. C'est la première fois en 30 ans qu'il remontait sur la ligne de front. Il refusait d'y aller. Et c'est le matin même qu'il m'a dit qu'il était prêt à y aller, quoi. On le voit d'ailleurs, c'est le moment où il parle en anglais parce que c'est trop difficile. Et c'est peut-être le truc de la cinquantaine, quoi. Enfin, un truc qu'ils étaient tous au même endroit où il y avait besoin à un moment de faire le point là-dessus, et notamment sur des histoires alors, qui ne sont pas forcément dans le film, mais qu'ils n'avaient jamais racontées. Peut-être Pablo, tu veux Oui. Bonsoir. Par rapport, tu as dit que tu voulais te faire des questions autour de pourquoi faire des images dans cette circonstance. Et moi, je pense qu'un des aspects les plus fascinants de ton film, c'est cette tension entre la particularité radicale de la situation où on a accès. Ce sont des images dans un état d'exception.
c'est une ville assiégée. C'est très difficile de faire des comparaisons avec des autres situations. Mais après, il y a cet élément, disons, universel, qui nous parle pas seulement du cinéma, mais des raisons pour faire du cinéma. Alors, moi, je trouve très fascinant quelque chose que tu as déjà avancé, c'est la pluralité, la diversité des raisons qu'on trouve dans le film. Il y a la motivation pratique, échapper à la mobilisation, échapper les armes dans la première ligne de front. Après, il y a des motivations plus poétiques, comment élaborer, comment trouver un sens en face d'une situation absurde, brutale, violente. Il y a aussi l'attente de soigner de la santé mentale, comment survivre à la pression, aux nerfs, etc. Et après, il y a même des raisons plus pratiques. Par exemple, j'étais très étonné quand je voyais la première séquence de la fenêtre, quand ils sont en train de filmer les bombardements. La caméra fonctionne comme une espèce de jumeau. Avec les zooms, ils essayent de voir ce que le jeu humain ne peut pas voir. Et nous sommes bien conscients des différences et de la particularité, mais moi je me demande, tu as dit, je veux apprendre des images, tu as connecté avec ces motivations. Quand tu étais en train de faire le film, as-tu réfléchi sur tes propres motivations pour être un réalisateur, pour faire du cinéma? Oui, forcément. Peut-être sur deux aspects. Je réfléchis à voix haute. Moi, je me pose la question en tant que cinéaste, pourquoi je fais des films? Et de manière plus globale, pourquoi on fait des films dans un monde où il y a d'autres urgences? Parce que là, nous, on n'a pas la guerre là, mais il y a de multiples guerres aussi en France, il y a de multiples combats à mener, et encore plus dans d'autres situations. Et pourquoi on fait des films? Pourquoi on fait des images? Je ne sais pas. En fait, j'ai besoin, moi c'est une question récurrente, et c'est celle qui motive plusieurs de films. Donc forcément, me retrouver face à ces gars, j'ai au moins des raisons pratiques, j'ai au moins 5 réponses différentes, toutes vraies, de pourquoi eux, ils ont filmé. Et ça, forcément, ça me permet de penser, ça me permet d'entendre. Et l'autre question, c'est en quoi le cinéma agit d'une manière ou d'une autre. Et cette question, elle devient moins abstraite, ou je ne sais pas comment dire, quand elle est comparée à la prise d'armes. C'est-à-dire se défendre à Sarajevo, les premiers jours, ils ont évité que l'armée adverse, elle rentre, parce que d'un coup, ils ont pris les armes qu'ils avaient là, les armes qu'il y avait au musée de la Libération. Ils sont allés chercher les pétoires de 45. Il y a quelques gars qui ont pris les armes, ils ont arrêté. Bon, après, ça s'est gelé sous la forme d'un siège, mais en tout cas, ils ont évité un massacre qui aurait été phénoménal dans cette ville si l'armée était rentrée, et que la prise d'armes est utile. Très concrètement, elle est utile. Et du coup, pourquoi face à ça, on prend son caméscope? Et que pour eux, on le voit, c'est une résistance, c'est une survie, c'est un moyen de communiquer avec l'extérieur. Et je me dis, mais voilà, dans ce niveau-là, du coup, qu'est-ce que ça nous renseigne? C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est deux moyens différents. Alors ça reste très abstrait parce qu'on ne peut pas répondre à cette question, mais en tout cas, il y a d'un coup quelque chose qui devient un peu moins abstrait quand on le compare avec un outil qui inflige directement la mort et qui peut aider aussi à résister. On te voit dans le film, il y a plusieurs plans où les entretiens sont filmés de loin. Là aussi, je voulais te demander quelle était un peu ton intention avec ce type de plan. Est-ce que c'est, je ne sais pas, une façon de prendre du recul sur ce qui est dit? Est-ce que c'est pour simplement montrer comment se déroulent les choses? Qu'est-ce que tu as voulu En fait, j'avais un premier problème, c'est que ma relation avec eux, elle était sous la forme de discussion. La forme de discussion, on se retrouve, on boit des bières, on en a bu beaucoup, et là on parle de ce film qui va venir, de ce dont on veut parler. Et je leur pose des questions aussi en dehors du film, quoi, des choses de leur expérience du siège. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer quand on va se retrouver au plateau et que je vais avoir une caméra, enfin pas moi, mais qu'il y aura une caméra et que je vais devenir le cinéaste ou le journaliste, celui qui pose les questions, l'interview. Et je me suis dit,
vu ce qui se passe dans nos discussions, je ne peux pas prendre le risque que d'un coup, ils soient tétanisés ou que la relation change. Leur manière de me parler change. Donc, si ça devient une discussion, c'est-à-dire que moi, je dois intervenir. Et je me suis dit, je ne veux pas faire un film où moi, je suis en voix off, une partie du film en train de parler, sans que je sois là. Donc, je me suis dit, il faut trouver un processus de mise en scène qui fait que cette personne qui parlerait, d'un coup, ne soit pas totalement nulle part. Ça me permettait aussi, j'avais le problème des décors, des lieux dans lesquels on tourne, qui étaient très, très importants. Et s'il y a bien une chose que je ne sais pas faire, c'est un plan sans personne dedans. C'est-à-dire filmer un paysage, tout ça, je ne sais pas faire. Et je n'aurais pas su quoi monter, pourquoi monter des plans quand quelqu'un parle comme ça en gros plan, pourquoi on met un paysage. Et là, ça permettait de montrer le paysage et la personne qui est en train de parler de ce paysage ou pour qui ce paysage est important s'y déplacer. Et la conséquence aussi que j'aimais bien quand on a fait les essais, on avait fait des essais évidemment parce que c'était un petit peu casse-gueule, c'est que ça permet de ne jamais oublier qu'on est dans la fabrication d'un film et qu'on parle de cinéma. De dire ce que l'on voit, là, c'est pas juste une expérience de quelqu'un qui a souffert, c'est une expérience d'un cinéaste qui fabriquait des films. On fabrique des films, on a une caméra, on a les problèmes de batterie, on n'a que 3 cassettes, qu'on parle technique et que montrer la technique du cinéma, c'était montrer le fait de revenir en permanence à cette idée qu'on est dans des gens qui ont représenté des choses et que même ces interviews, on est dans le champ du cinéma et qu'elles ne sont possibles que dans le champ du cinéma. Donc j'aimais bien ce que ça faisait d'un coup d'avoir cette équipe par moments même un peu ridicule là, quand on marche en arrière ou des choses comme ça, mais voilà, pour moi c'était important. Peut-être pour approfondir sur cette idée de la fabrication, la dernière question de Diego est très relevante pour comprendre les enjeux de fabrication de l'image de la deuxième partie du film. Mais dans la première partie, on est seul avec les images d'archives. Alors, je voulais te demander, parce que ce n'est pas un archive quelconque, c'est un archive très complexe. Toi-même, tu viens de dire que tu ne comprenais rien. Il y a un étonnement face à l'étrangeté des images, le problème de la langue. Il y a des codes très spécifiques de ce contexte d'exception, que c'est le siège. Mais aussi, il y a des enjeux éthiques. Et ça apparaît dans la deuxième partie du film. Il y a par exemple le moment où il y a le cinéaste qui dit j'ai filmé les résultats d'une attaque avec le corps des parties des êtres humains. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai tout effacé. C'était trop. Il y a une limite éthique. Mais en même temps, il y a des autres stratégies dans cette espèce de monde en miniature du cinéma que tu portrais dans ton film, qu'il faut tout filmer. Il y a un devoir de témoin, et je pense que c'est très paradigmatique de cette stratégie, les scènes très frappantes de l'autobus, où le monde dit « mais qu'est-ce que tu fais en train de filmer? On vient d'être attaqué ». Et moi, je me demande, pour ta position comme monteur, comme réalisateur qui travaille avec ces images, on sait bien que quand on travaille avec des images d'archives, il y a des images qui posent plus de résistance que les autres au montage. Peut-être tu peux élaborer un peu sur le processus de montage avec ces corpus d'images si complexes, si divers. C'est compliqué de parler du montage. Désolé. D'une certaine manière, dans ce film-là, le montage de la première partie est très différent de ce que je fais d'habitude, parce que le montage était rendu obligatoire par la sélection que je faisais des extraits pour la deuxième partie du film. C'est-à-dire qu'on a tourné avec beaucoup plus d'extraits, que j'ai opéré un choix dans la deuxième partie, et que, grosso modo, il n'y avait pas 10 000 montages possibles dans la première partie, parce qu'il fallait donner à voir les images que l'on allait revoir. Et donc ça limitait... on va dire, les possibilités que j'avais de montage. Mais je ne sais pas comment... Je pense pas qu'il faut de distance avec les images. Ça va être peut-être un peu abstrait ce que je vais dire, mais je pense qu'au contraire, il faut les toucher et essayer de les réparer. C'est-à-dire, il faut oser affronter ses peurs. C'est-à-dire que ce qu'on ne comprend pas, c'est au lieu de la mettre à distance, une image, par exemple, de se dire « ah, celle-là, je ne peux pas la regarder ». Pourquoi, par exemple, je ne peux pas la regarder? Regarde-la. Même si je ne vais pas la monter. Mais il faut regarder les choses, il faut les travailler, il faut mettre les mains dedans, quitte à ne pas les utiliser, mais il faut éviter d'avoir de la distance. Au contraire.
Mais après, c'est un respect. Je ne sais pas comment ça se traduit. On ne fait pas n'importe quoi avec les images, mais en tout cas, il y a besoin, au contraire, de les caresser. Ce n'est pas un acte brutal, le montage. Il peut y avoir de la brutalité quand je décide de passer, notamment dans d'autres films où je fais des coupes, où là, je fais des ruptures. Mais là, au contraire, ces images, il fallait être doux avec elles, il faut les réparer, il faut les manipuler précautionneusement, les unes derrière les autres, et ne pas amoindrir leur rapport de violence. Par exemple, le film de Serdran, où il y a ces corps-là en boucle, c'est son film. C'est heurtant, mais il faut aussi respecter la violence que lui, il a vécue, qu'il a mis dans son film, et je ne vais pas l'ellipser parce que ça ferait mal au cœur à quelques spectateurs, ces images-là. Le film est comme ça, on l'aime, on l'aime pas, mais il est comme ça, laissons-le comme ça. Est-ce que derrière ces images amateurs, il y avait aussi une intention de ta part de modifier notre perception du conflit à nous, quand on regarde ton film? Alors, je ne sais pas quel résultat ça peut faire, parce que moi-même, l'expérience de ces images, ce qu'elles m'ont appris, c'est juste, elles m'ont pas appris grand-chose, mais j'ai réussi à saisir l'état d'esprit de quelques gars au milieu de cet endroit. Parce que c'est énigmatique, parce qu'évidemment, la guerre, on dit toujours, les gens vont être gris, vont être noirs, ils vont pleurer, ça va être dur, c'est violent. Mais quand on voit ces gens qui dansent dans le bunker, quand on voit Shoba qui fait ses films amateurs avec ses potes et qui fait des blagues, on se dit waouh, c'est plus complexe que ça, quoi. C'est dur et c'est pas dur. Ou quand on voit les images de Nedim qui filme toujours le front, là, comme ça, les espaces vides, qui bouffe avec son sandwich. Je sais pas, moi, j'ai l'impression, par ces images, de connaître quelqu'un. Et du coup, c'est plus concret en fait comme expérience. C'est plus l'endroit où on se situe par rapport à l'événement. On est moins lecteur du journal, on n'est pas regardeur de la télévision. On arrive à peut-être ressentir quelque chose de ce qu'ils ont senti eux. J'avais aussi une question. Est-ce qu'au cours de ce tournage, en les ramenant sur ces lieux, en les reconfrontant à leurs propres images, et comme tu les connais aussi sur un plus long terme, est-ce que tu as vu leur propre récit à eux, leur propre perception de la guerre évoluer au fur et à mesure du tournage? Pas tant que ça. Ce qui a peut-être changé pendant le tournage, c'est qu'on allait beaucoup plus loin que ce qu'on avait fait jusque-là. Chaque interview durait 2 jours. Donc du coup, c'est très long. Revenir sur les lieux des crimes, regarder ces images. On est passé évidemment par plein de séquences qui ne seraient pas montées, mais leur expérience de la mort, de la prise d'armes, des choses qu'ils avaient, eux, besoin de fixer, quoi, de sortir d'eux-mêmes. Je ne m'attendais pas par moment qu'ils osent aller jusqu'à l'endroit où ils vont. Quand Dino montre au sol en disant voilà, je filmais dans la ville et j'ai vu un corps qui raconte son premier mort. C'était pas l'endroit où il fallait en parler. Enfin, je savais même pas cette histoire-là. Et puis c'est des choses que je pouvais pas prévoir. Mais ils ont tous régulièrement. Ils se sont livrés beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer, jusqu'à ce que des fois la parole soit difficile à recevoir. Hein. Mais en tout cas, ils sont allés très loin. C'est un travail de psychoanalytique. Hein. Le fait d'être enfermé dans sa propre histoire pendant 2 jours, de l'énoncer, ça les a. Ils se sont livrés de manière très, très, très intime. Dans ce sens, je pense qu'une façon productive aussi de comprendre ces films, c'est de les mettre en relation avec des autres expériments, des autres expériences qu'il y a dans ta filmographie. Je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec des autres films de Jean Gabriel, mais il y a un film que je pense personnellement qui garde une relation très complexe avec celle-ci, que c'est Nos défaites. Dans ce cas, tu as conçu une série d'expériments avec un groupe de lycéens. C'est un contexte complètement différent, avec encore plus des images que c'est complètement différent. C'est, disons, l'archive de cinéma militant des années 60 et 70. Mais tu essayes de faire, disons, une espèce de mettre en présent les images du passé. Tu essayes d'incarner l'archive dans des corps spécifiques, dans des pratiques spécifiques, dans des lieux spécifiques. Peux-tu élaborer un peu sur ces stratégies de mettre l'archive en action dans le présent? Je ne peux pas vraiment développer beaucoup parce que c'est très intuitif.
C'est pas rationnel comme démarche. C'est aussi simple que là, à Sarajevo, contrairement à d'autres de mes films, les gens qui ont fait ces images, ils étaient vivants. Et que du coup, je pouvais, parce que je faisais un film, je pouvais aller les voir. Et je peux discuter avec eux. Et après, les images, elles sortent parce que je voulais qu'on les voit à l'endroit où ils les ont tournés, ou à un endroit qui était important pour eux quand ils ont fait ces images-là, que du coup ça implique une sortie, d'être dans les décors, d'avoir un iPad très moche mais qui permet de... le fait qu'ils les aient en main, par exemple, ça change leur rapport à leurs propres images. Si j'avais fait le film pendant une salle de cinéma où ils regardaient leurs images, on aurait été dans un rapport beaucoup plus analytique, moins sensible aux choses. Donc en fait, ça s'invente au fur et à mesure, mais sans aucun moment où il y ait de... Là, s'il y a un travail théorique pour moi à un moment, c'est comment je vais construire le tournage pour les mettre dans un endroit limite et réussir à les apaiser en même temps qu'on va passer dans des états limites. Mais là, c'est presque des outils de psychologie plus que de cinéaste. Mais en tout cas, je n'interroge pas quel processus... Les mises en scène des films se créent selon différentes choses qui arrivent au fur et à mesure de l'élaboration d'un projet, mais il n'y a pas de préconception à l'avance. Est-ce que, compte tenu de la nature des images que tu utilises, est-ce que tu t'es posé la question de pièges à éviter dans la conception du film? Non, pas tant que ça, parce que les images qu'il faisait, par exemple, étaient... on reviendra juste sur une seule exception. Ce sont des images qui n'ont pas forcément... Tu vois, ce qui aurait pu être piège ou compliqué, ça aurait été des images qui portent un discours politique ou je ne sais trop, circonstanciel sur les événements. Par exemple, quelqu'un qui aurait fait une leçon de l'État en sachant que c'était très flou, que quand on ne peut pas être jugé parti. Donc en intérieur, si quelqu'un avait commencé à dire, je sais pas, ces connards de Serbes ou je sais pas quoi, là j'aurais eu un souci. Mais le fait qu'ils ne le fassent pas, parce qu'en fait aucun d'entre eux n'aurait jamais dit connard de Serbes. D'ailleurs ils disent pas de nom, ils n'ont pas de nom. Les adversaires, au mieux c'est les Tchétniks, sinon c'est ceux des montagnes, c'est les joueurs de guitare. Enfin bon, mais c'est jamais. Donc ça, j'aurais eu peut-être un problème. Et c'est peut-être juste Dino, parce que son film de propagande, dont on voit 2 extraits. Le film est vu d'aujourd'hui très très particulier parce que c'est un vrai film de propagande, juste politiquement, mais tout le vocabulaire et tout ça était très empreint de... On voit, c'est la musique au kilomètre avec une voix grandiloquente et qui avait quand même plusieurs passages. J'en ai quand même mis un sur le fait que c'est comme les héros éternels. Ça donne un exemple, mais à un moment, des fois, dans le film, ça va plus loin que ça et ça devient un tout petit peu... un petit peu lourd. Donc, et en même temps, il dit qu'il ne changerait rien. Oui, parce que le discours dans le film, ce qui est intéressant, c'est que grosso modo, le film a été interdit, il le dit d'ailleurs, par les généraux, parce qu'il dit qu'il n'y a aucune guerre justifiable d'une certaine manière. Donc du coup, il dénonce aussi à l'intérieur du film, en creux, le nationalisme bosniaque qui se développe au fur et à mesure de la guerre. En fait, j'ai une question très, très précise. Tu as parlé de ce film qui a été interdit. As-tu plus d'informations sur la circulation de ces images pendant le siège? On voit dans le film le théâtre de guerre, cette espèce de salle de cinéma improvisée, mais as-tu plus d'informations de c'était quoi la circulation de ces images? Alors, une partie d'entre là, c'est un peu au cas par cas. Nedim, donc il y a le blouson bleu, lui, ces images n'ont pas circulé, il n'a jamais fait de film, enfin, il a fait des films aujourd'hui, il a réutilisé ces images, mais c'est vraiment du rush, c'est des choses qu'il faisait pour lui. Qui ne sortait pas. Shoba, c'est la même chose. C'est un cinéaste vraiment amateur. Il fait des films avec ses potes. L'important, c'était de les faire. Et, je ne sais pas si une fois ou deux, ils se les ont montrés entre eux, mais en tout cas, ce n'était pas le sujet. Il y a juste son film de fin avec la caméra, où ça, il l'a pensé comme un film d'installation. C'est un film qu'il a exposé a posteriori. Pour les films de Smaïl, alors Smaïl, une partie de ses films, il les faisait... Pour lui, la danse dans le bunker, par exemple, ça c'est un copain qui lui a demandé de le faire, il a été payé, il l'a fait.
Des films comme Azul, donc le jeune type qui dit qu'il a mangé une fraise pour la première fois, etc. Ça, c'est des films qu'il faisait dans son coin. Mais ces autres films, c'était soit des films pour l'armée, soit, qui a été quand même une autre chose très importante pour lui, c'est que comme il n'y avait pas de journalistes dans son quartier, parce que c'était coupé de Sarajevo, lui, avec ses collègues, était chargé de faire les images de news. Donc en fait, l'image du bus, par exemple, c'est une image qui a été envoyée sur tous les faisceaux mondiaux et possiblement a été télédiffusée plusieurs fois dans plusieurs pays. Donc lui, il a produit une partie des images que l'on a vues à l'extérieur, dans nos journaux télé. Et après, Dino, qui travaillait au service de l'armée, donc les films qu'il produisait au service de l'armée ont quand même pas mal circulé parce que, comme à chaque fois qu'il y a une guerre, les festivals ailleurs essaient de soutenir les films produits. Donc, par exemple, le film de propagande, ce film de propagande dont je parlais, il a été montré à Cannes, au Festival de Cannes, l'année de sa production. La piste de la vie, par exemple, ou d'autres de ses courts-métrages ont circulé comme ça dans les films, les films des jeunes Sarajeviens dans quelques festivals. Et c'est pareil pour Serdran, c'est des films qui ont un peu circulé à l'époque, à l'étranger, et avant de redisparaître, voilà, il y a juste Serdran, il a fait quelques films comme Eibenlerg, c'est un peu un tube, en fait, des films produits pendant le siège. Donc ça, c'est un film qui est régulièrement montré quand on parle des images du siège. On peut aussi vous donner la parole si jamais des questions venaient de la salle. On peut faire circuler un micro. Bon, merci pour le film. C'est vraiment incroyable. Juste une petite question sur le sujet de les images qui sont de la deuxième caméra. Si vous pouvez partager un peu de votre pensée, par exemple, au son des images, de ces images spécifiquement, si vous avez essayé, par exemple, de changer, parce que la voix, elle est tellement en premier plan, et ça se sent très intentionnel, ça en effet. Et comme je pensais beaucoup comment ça se sentirait si, par exemple, quelque chose que je voulais faire, de sentir un peu plus l'endroit et tout ça, et comment ça se sentait dans l'édition, ces processus. Alors évidemment, on avait beaucoup plus de sons que ce qu'on entend, et on avait les sons correspondant au large. Donc avec évidemment beaucoup plus d'ambiance qu'on aurait pu au mixage mettre avec les voix. Mais en fait, j'ai gardé uniquement sur tout le film que la perche sur la personne qui parle. Parce que j'étais très dérangé par tous les ajouts de son d'ambiance, comme on le fait au cinéma. En plus, aujourd'hui, c'est vrai qu'on mixe un film qui n'a pas 64 pistes au mixage, c'est un film de pauvre. Là, on a une piste, grosso modo, et ça me va très bien parce que je trouvais ça ça amenait trop de choses gratuites à l'oreille. Moi, je fais un film sur ce qu'ils me disent, pas sur le son de l'image. J'ai pas besoin du son de la ville sur un large, j'ai pas besoin du son des insectes. J'ai besoin de rester avec eux, même quand on est en large. J'ai besoin de les entendre et je voulais pas être perturbé par les autres sons. Donc vraiment, j'ai fait un son très sec dessus pour tout le temps, que même quand on soit très large, c'est comme si l'œil était encore sur la personne qui parle. Donc c'est totalement antinaturaliste, mais pour moi, il n'y avait pas d'autre choix que ça. Que pas faire utiliser de la technique pour de la technique au son. Alors moi, je trouvais ça très naturel. Ça a eu beaucoup de discussions avec ma mixeuse et le monteur son, qui trouvait ça très radical. Mais moi, j'ai vraiment tout enlevé. Ouais. J'avais besoin, ou alors c'est parce que je suis trop vite fatigué au son. Donc j'avais besoin de garder le zoom vraiment sur eux et je voulais pas faire le travail d'aller les chercher. Donc voilà, on est resté en gros plan sonore, même quand on est dans des espaces où on n'est vraiment même pas censé entendre les gens chuchoter, quoi. Oui, alors merci Jean Grabel pour ce film. J'avais une question par rapport à la traduction, parce qu'en fait tu mets en scène le filmage, mais est-ce que toi tu comprends le bosniaque ? Est-ce que tu le parles ? Est-ce qu'il y avait comment tu arrivais à comprendre ce qui se disait pendant que tu travaillais avec eux en fait ? Alors quand moi j'étais avec eux avant, on parlait en anglais, sauf
avec Smaïl, qui était à Dobrignac, qui ne parlait pas l'anglais. Il le comprenait un peu, mais là, j'étais toujours obligé d'être accompagné dans nos discussions. Mais avec les autres, on parlait en anglais. Sur le tournage, du coup, quand les différents choix de traduction se sont posés, j'ai opté très vite. Bon, on a quand même fait un essai, hein, mais moi, j'avais une oreillette. Et il y a une traductrice qu'on voit une fois dans les plans, mais la plupart du temps, elle est quand même un peu éloignée de nous. Où elle a aussi une oreillette, elle entend le bosniaque, elle me traduit en anglais. Et ce qui me permettait, qu'elle avait vraiment beaucoup d'avantages, mais notamment le fait qu'elle avait une voix très sans sentiment dedans, ce qui me permettait ça me protégeait beaucoup de ce qu'il pouvait dire. Et il y a toujours ce petit temps de retard, même si c'était du simultané, qui fait que quand ils finissaient quelque chose, moi j'étais un peu comme ça, et souvent ils repartent du coup parce qu'ils sont gênés, soit ça me permettait de les regarder dans les yeux en écoutant, et eux de les soutenir du coup, voilà, dans leur. Et moi, je leur adressais des questions en anglais. Mais c'était très fatigant parce qu'une partie de l'équipe était française. On parlait en anglais et j'avais une oreillette en anglais, l'autre oreille en bosniaque. C'était un peu sport pour le cerveau, mais en tout cas, je pense que c'était bien. Ça me protégeait aussi de ce qui est en train de se dire. Et votre rencontre avec ces images, et notamment celle de Nadim, donc, dont vous dites qu'il les filmait pour lui, qu'elles n'avaient jamais circulé, comment vous arrivez à ces images-là ? Alors, il y a deux éléments de réponse. Sarajevo est une capitale, mais une toute petite ville. En tout cas, on va dire ce qui est l'équivalent de l'hypercentre, avec son petit milieu culturel, etc., est assez petit. Donc, du coup, quand j'ai commencé à demander qui vous connaissez, qui avait cet âge, à cet endroit-là, je suis quand même allé assez vite pour repérer J'ai repéré une dizaine de jeunes gens de l'époque qui filmaient, mais on va dire les 6-7 premiers, je les ai trouvés assez rapidement. Grosso modo, c'était ceux qui sortaient de l'école de cinéma, enfin, qui étaient à l'école de cinéma au moment de la guerre, et quelques autres qui faisaient du cinéma amateur et qui ont continué, enfin, à être dans le milieu culturel. Donc ça, je les ai repérés assez vite. L'autre partie, le Covid m'a beaucoup aidé. Donc ça a coupé évidemment le projet pendant 2 ans, mais ça a en même temps très servi. C'est que comme ici, ils s'ennuyaient. Donc il y a des gens qui ont commencé à mettre ce qu'ils n'arrivaient jamais à faire, à mettre toutes leurs archives sur YouTube. Et donc à un moment, quand j'ai commencé à rechercher, parce qu'il y a toujours quelques films que je recherchais, donc régulièrement j'allais sur YouTube pour voir si quelqu'un les avait mis, je me suis retrouvé avec d'un coup des nouvelles images, et dont 3 jeunes réalisateurs qui avaient mis leurs images en ligne à ce moment-là. Alors, Nedim, j'avais déjà vu un film de lui où il y avait des fragments, mais comme il y avait le Covid, je n'avais pas pu le contacter. Mais entre-temps, il a mis toutes ces images en ligne. Donc, du coup, au moins, je gagnais déjà une étape. Smaïl à Dobrignac, donc, dans ce quartier, lui, il a mis, mais du jour au lendemain, il y avait 300 clips en ligne. Et donc, voilà, ça, le Covid m'a aidé à identifier d'une certaine manière ceux qui n'étaient pas au centre du milieu culturel et pour une raison ou une autre étaient un petit peu en dehors du premier cercle. Et est-ce qu'il y en a qui exercent encore le métier de cinéaste ? Enfin, on comprend qu'un est artiste contemporain, mais les autres, certains... Oui, alors d'une manière ou d'une autre, selon leurs origines et d'où ils viennent. Donc Shoba continue à faire de l'art contemporain et de temps en temps film. Dino est le seul, on va dire, vrai cinéaste à temps plein. Donc il a fait 1 ou 2 longs métrages. Bon, en Bosnie, il y a un long métrage par an, donc ils sont... C'est moins qu'ici, mais là, il vient de faire une série télé, il en fait une deuxième, il a plusieurs projets. Donc lui, il vit vraiment du cinéma, il est réalisateur. Dino est directeur du Théâtre National. Là, il va faire le tournage de son 2e long métrage. Il en avait fait un premier qui était une production française à l'époque, mais j'ai oublié le titre de ce film. Il y a des acteurs français à l'intérieur. Un film assez drôle parce que c'est un réalisateur bosniaque qu'on fait venir en France et c'est assez chic d'avoir un réalisateur pauvre d'après-guerre. Mais une fois qu'il a fait son premier film, il est viré parce qu'il y a eu une autre guerre à ce moment-là et on fait venir un autre réalisateur de l'autre conflit. Et par contre, après, Smaïl a, lui, été chef opérateur à la télévision. Enfin, pas reporter parce qu'il faisait que l'image, mais en tout cas, il était cadreur à la télévision. Et le dernier, Pelda Nedim, il travaille comme monteur et il fait de la post-prod. Et il a repris ses études de cinéma. Comme il n'avait pas fait, lui, Nedim a commencé ses études de cinéma à la fin de la guerre. Il les a interrompues et il a eu son diplôme à 45 ans.
Donc il a repris ses études, il aimerait bien faire des films, mais c'est forcément compliqué. Je vais, en attendant qu'une autre question vienne éventuellement de la salle, je voulais t'interroger plus largement sur ton intention, le sens de ce film. Et tu as réalisé le tournage donc, au printemps 2022, c'est après la guerre en Ukraine. Est-ce que, même si ton idée est antérieure, est-ce que c'est venu modifier quelque chose dans ton idée, et avec l'intention derrière, j'en sais rien, peut-être d'en faire j'allais pas dire un support pédagogique, mais en tout cas un film militant qui renvoie en écho ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé il y a 30 ans. C'est vrai que quand la guerre a commencé en Ukraine, avant le tournage, en tout cas on avait fait une première interview, mais elle arrivait sur les deux, ça a mis de l'attention parce qu'ils sont toujours, il le dit à la fin, Nedim, la guerre comme au cinéma, la paix comme au cinéma, ça n'existe pas. La guerre, elle est juste gelée quoi, là-bas. Donc ils ont toujours peur qu'à un moment, quelqu'un vienne en support à la République serbe, donc la partie de la Bosnie où il y a des bosno-serbes, où c'est pas un président, mais en tout cas le responsable politique de cette partie-là est juste un malade mental, hyper nationaliste. Ils ont toujours peur qu'à un moment quelqu'un vienne, et notamment Poutine, les aider. Donc leur grande peur tout de suite, c'était que la guerre soit pliée en 2 secondes en Ukraine et que ensuite la guerre continue à s'enfoncer jusque chez eux. Donc oui, ça a mis de l'attention, mais au-delà du film, dans toute la région. Et du coup, eux, ils l'ont beaucoup cité. Ont régulièrement cité pendant le film, et j'ai coupé à chaque fois parce que, en fait, ça c'est un peu le hasard. Ça fait plusieurs années que je travaille sur ce film. Il n'y a jamais eu un moment où il n'y a pas eu de guerre pendant tout le travail, et il n'y aura jamais de moment sans guerre à la suite. Donc, j'avais pas besoin de nommer l'Ukraine parce qu'on fera le lien dans 5 ans avec l'autre guerre qu'il y aura à ce moment-là, même si l'Ukraine et la Bosnie ont cette chose en commun d'être dans le territoire européen. Donc c'est ce qui peut les relier. Mais en tout cas, voilà, ça agit à ce moment-là. Après, sur la question militante ou pédagogique, non. Des fois, je vois que mes films ont des effets derrière, etc. Mais c'est jamais dans le principe de ce qui me fait faire un film. C'est une conséquence que les films existent et donc puissent susciter des éléments, puissent être utilisés, montrés, débattus. Mais en tout cas, c'est jamais actif dans l'idée de faire un film, ni dans sa... Moi, par exemple, quand je fais ça, je me dis si au mieux, j'intéresse quelqu'un sur ce qui s'est passé à Sarajevo et qui va regarder un bouquin d'histoire ou voir un autre film, c'est déjà beaucoup, quoi. C'est déjà pas mal si j'arrive à ça. J'ai pas d'autre, il n'y a pas de but qui serait, voilà, du coup, on va dire militant, pédagogique. Peut-être encore une question. La Bosnie, elle avait aussi la particularité d'être une guerre civile. Est-ce que ça t'a pas donné envie, avant de sélectionner tes protagonistes, peut-être d'aller chercher si, dans le cas adverse, il n'y avait pas aussi des gens qui avaient tourné des images et qui auraient aujourd'hui un regard dessus? Est-ce que tu y as pensé? Non, non, j'y ai pas pensé. J'ai regardé quelques films qui avaient été tournés de l'autre côté, mais j'y ai pas pensé parce que pour le coup, les états d'âme des perpétrateurs, 30 ans après, ils peuvent regretter, mais j'en ai rien à faire. Enfin, pour le coup, il y aurait forcément un truc, probablement certains exprimeraient des remords, mais je suis pas là pour les exempter de ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Ils ont qu'à se débrouiller avec leur Bonsoir. Je voudrais revenir à une question de cinéma. Bravo pour le film, déjà. Je me posais la question de la structure du film, qui est une structure très précise et très radicale en diptyque, première partie, deuxième partie, qui fonctionne comme un miroir, même un miroir à plusieurs reflets. À quel moment est-ce que cette structure était là dès le départ, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit et pensé au montage? Parce qu'il y aurait eu plein d'autres façons d'imaginer ce film, avec notamment une structure éventuellement plus classique, où on prend extrait après extrait et on les commente au fur et à mesure, qui est une façon d'ailleurs, comme est montée la deuxième partie, puisqu'il y a une évolution dans la deuxième partie du propos. Voilà, mais il y a cette première partie qui est quand même très très brute, très violente, qui est parfois assez insoutenable
à regarder pour un spectateur, pour se plonger dans le film. Donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui avait présidé à ce choix. Alors c'était vraiment mon hypothèse de travail dès le tout début du moment où je pense au film, pour plein de raisons. Parce que déjà simplement, ça décrit moi ma propre rencontre avec ces images, quoi. C'est-à-dire, moi, personne m'a aidé quand j'ai vu ces images-là. Et je les ai trouvées fortes, notamment parce que j'étais seul avec. On m'aurait légendé ces images à l'avance, peut-être que je les aurais trouvées moins fortes, ou j'aurais été moins surpris. Ou là, j'étais un truc de perdu que je voulais rejouer à l'intérieur du film, sachant que je me donnais aussi cette liberté parce que je savais qu'il y aurait les explications a posteriori. C'est pas comme si j'aurais eu que ça comme matière, j'aurais jamais fait quelque chose comme ça. Mais là, je savais que derrière, on aurait l'explication de texte, on va dire, de ces images-là. Comme c'est un peu mon habitude, j'ai besoin d'inscrire les images au présent de l'indicatif. J'ai besoin qu'on les ressente, qu'on les voit une première fois telles qu'elles ont existé, sans qu'on sache où on soit, sans que ça soit au passé, sans que ça soit... Parce que là, je les aurais mis au milieu, on aurait su tout de suite qu'on était... C'était il y a 30 ans, quoi. Là, on est dans un temps, quand on est spectateur de ces images-là, un peu indéterminé, parce qu'on les voit au présent. Notre regard est au présent, on n'est pas renvoyé par quelque chose qui nous les renvoie. Et parce que, c'est pareil, là je vais redevenir encore légèrement, pas ésotérique, mais abstrait, mais il faut leur rendre leur dignité aussi, à ces images. C'est-à-dire qu'elles valent aussi pour elles-mêmes. Et c'est mon principe, moi, quand je les vois, ces images... C'était pas évident, mais s'il y a du cinéma dedans, et pour qu'il y ait du cinéma dedans, c'est-à-dire que ce sont des images qui doivent se tenir pour elles-mêmes, sans explication, sans légende, pour ce qu'elles sont, même brutes, même sales, même dures à comprendre. Je veux leur donner le statut du cinéma. C'est moi qui décide que ces images, ces petites images, ces petits trucs mal foutus, c'est des films et c'est des grands films, donc on n'a pas besoin d'explication. Elles doivent être là. Donc du coup, je vous les présente ou je les redonne, comme ça. Et ça me permettait aussi, parce que pareil, comme le son, je dois être un peu lent comme spectateur de mes propres films. J'ai besoin, ou j'aime beaucoup l'idée, même à l'écriture, de les revoir. Il y a quelques plans, quand je les revois, quand je faisais le montage, mais la deuxième vision était tellement forte parce que je les avais vus la première fois sans les comprendre, les gens qui dansent, par exemple, dans le Bon Cœur. Quand Smaïl les regarde, la deuxième fois, on n'en voit pas grand-chose, on entend la musique. Moi, en tout cas, comme spectateur de mon film, mais ça m'émeut terriblement. Et je les aurais vus qu'une fois, ça ne fait pas cet effet-là. Mais parce qu'on voit la personne qui les a prises, il les a en main, et c'est valable pour tous les extraits, quoi. Si on les avait vus qu'une fois, on aurait perdu ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on regardait, les gens qui les ont faits ou les images, quoi. Et de les avoir deux fois, ça permet d'un coup d'avoir ce temps. On est 30 ans plus tard. Ça leur donne, on les voit différemment. On les voit deux fois, mais ce n'est pas les mêmes. Ouais. Il y a quelque chose qui est très émouvant, c'est aussi que tu ne tombes pas dans la simplicité d'analyser les vécus des personnages, de leurs images, en disant, tiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que je pense qu'on se demande tous, par exemple, ce jeune homme qui a mangé la fraise, est-ce qu'il a survécu? Parce qu'on ne le sait pas. Et en même temps, je pense que la force du film, c'est aussi de ne pas tomber dans cette facilité-là et de parler de quelque chose de systémique et plus grand que l'histoire personnelle de chaque personnage. Et ça, est-ce que... Enfin, au mien, c'est ma perception, hein, mais est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment tu as travaillé sur... quelle était ton intention par rapport au vécu singulier des personnages, des films de tes personnages, en fait? Sur certains films, j'ai demandé à leur réalisateur ce qu'avait pu devenir... Ou ceci dit, c'est pas vrai, je leur demande pas ce qu'ils étaient devenus, je demandais comment ils les avaient rencontrés, pourquoi tel et tel, donc des choses qui sont pas forcément dans le film, parce que des fois j'aurais posé des questions sur des extraits qu'on n'a pas montés, par exemple. Mais avant de préparer le film, des fois je leur demandais, tiens, comment tu as rencontré ce gars Mais c'est des choses très rares. Par exemple, à un moment, c'est un extrait qui n'est pas dans le film, mais Serdran, dans le film sur son hôpital, il fait une interview d'un jeune type à qui il manque un bras, et le gars lui dit, non, je m'en sors très bien, sauf que j'arrive pas à faire des boules de neige. Et là, je lui dis, mais comment tu as osé? Enfin, voilà, des choses comme ça. Ou Azul, forcément, le petit gars, j'ai demandé à Smaïl
comment il l'avait rencontré, ce petit avec sa fraise et tout ça. Donc après, il m'a raconté ce qui lui était arrivé, mais c'était assez anecdotique. Souvent, c'est rare quand je les ai interrogés sur qui on voyait à l'intérieur. Bon, après, il y a certaines personnes dans les images que je connais de Sarajevo, donc je sais, je connais la suite de l'histoire. Mais sur ceux que je ne connaissais pas, j'ai rarement posé la question. Pablo, toi qui connais l'œuvre de Jean Gabriel, ce film, comment tu le situes sur son parcours globalement aujourd'hui? Bon, on a déjà mentionné le cas où je pense qu'il y a une relation productive avec nos défaites, mais aussi je pense qu'il y a une relation intéressante avec un autre sujet qui traverse plusieurs de tes films, Jean Gabriel, que c'est Hiroshima. Il y a plusieurs connexions et divergences entre ce film et les différents expériments que tu as fait avec Hiroshima. Et moi, je me demande cet intérêt que tu poursuis autour le pouvoir des images pour revisiter les atrocités du passé, mais d'une façon qu'on ne reste pas dans une nostalgie apolitique. Il y a toujours, moi je dirais, dans ton travail, dans des contextes aussi différents comme Sarajevo ou Hiroshima, cette volonté, comme tu as dit, de mettre les images en présent indicatif, de le remettre en valeur politique dans notre quotidien sans tomber dans une espèce de commémoration aux monuments, aux victimes. Il y a aussi cette préoccupation pour la dignité des personnes qu'on subit ces atrocités. Je ne sais pas si tu penses que cette intuition, c'est correct ou tu voudrais la nuancer ou... Non, mais peut-être où tu as raison, c'est quand tu parles des lieux. Par exemple, Hiroshima est un lieu très important pour moi. J'y passe une partie de ma vie. Et Sarajevo, que j'ai rencontré après comme lieu, m'a touché de la même manière que Sarajevo, malgré la distance de ce que c'est une ville d'après-guerre. Mais parce qu'en fait, ce sont des villes où... C'est-à-dire où le passé et le présent cohabitent ensemble. Et pas le passé des monuments. C'est-à-dire Sarajevo, c'est on va boire un café et le mur est encore balafré 30 ans plus tard, des tirs qu'il a subis. Qu'on ne peut pas vivre cette ville sans penser à un moment ou à un autre à son passé. D'autant plus quand on a lu, qu'on a rencontré des gens, qu'on a vu des images et qu'on arrive à connecter que, ah oui, cet endroit où je viens d'acheter mes pommes, en fait, c'est où il y a eu les 2 massacres de Marc-Calais, c'est ça qu'on appelle Marc-Calais, et qui étaient 2 événements dont on se rappelle. Donc d'un coup, quand on commence à connecter ce qu'on sait d'une ville avec sa géographie, c'est-à-dire que tout devient un cimetière. D'ailleurs, même à Sarajevo, il y a ce qui s'appelle des rots, c'est-à-dire quand il y a eu des obus, ils les ont gardés, et du coup, quand on marche dans la rue commerçante et dans d'autres endroits, ben là, une bombe est tombée, et il y a eu tant et tant de morts à chaque fois. Donc en fait, c'est des endroits où on cohabite avec les morts, où les vivants cohabitent avec les morts, et où, comme c'est 2 villes d'après-guerre avec des événements importants, où la mémoire aussi est entretenue, alors sous différentes formes, différentes stratégies. Il y a évidemment le monument, mais il y a aussi Hiroshima, c'est les gens qui mettent de l'eau dans les buissons pour les morts. Et les images jouent là-dedans. En tout cas, moi, comme je regarde beaucoup d'images, les images forcément se télescopent avec la réalité de ces terrains-là. Donc c'est une première manière de voir comment les images rentrent. Je vois tellement de films sur les lieux qu'à la fin, je me dis, ah oui, ça c'était dans tel endroit, et du coup, une mémoire... la même chose que quand on va à New York et qu'on a l'impression de connaître la ville parce qu'on a vu tous les films américains. Ça marche aussi avec ces endroits-là. Et après, les images, c'est pareil, c'est ce que je disais du présent, c'est-à-dire qu'une image, selon comment on la monte, comme les images sont au présent, dans tous les cas, et si on ne les ramène pas au passé par un commentaire, par le montage, par quoi que ce soit, c'est-à-dire on vit l'expérience d'avoir un moment où le présent de la perception se télescope avec le passé de cette image-là. Mais ce passé-là, il n'est pas spontané, c'est-à-dire il faut à chaque fois qu'on se rappelle que c'était avant. Il y a plein de moments où on est pris par les images sans se dire, tiens, c'était avant. Et il y a la même chose que les terrains, le sol d'Hiroshima ou de Sarajevo ou d'autres villes, ou d'autres endroits d'ailleurs. C'est des endroits comme ça où les morts flottent, et c'est pareil pour les images. Le passé flotte à l'intérieur d'images qui sont pourtant au présent.
Merci beaucoup pour votre film. J'aurais une question sur le fait qu'on voit dans le générique le nom de Koumiana Novakova, qui a aussi un film qui est présenté ici, et qui justement rentre beaucoup en résonance avec une phrase qu'un de vos personnages prononce à un moment, qui est lorsqu'il dit le sentiment d'abandon que je ressens ne peut pas être mis en scène. Et est-ce que cette phrase rentre en résonance avec votre démarche de réalisateur et vous fait dire que ce type d'image d'archive ne peut pas être fictionnalisé et que justement il y aurait quelque chose, qu'il y a un danger justement à fictionnaliser ces choses-là et qu'on doit garder justement cette sincérité dans ce matériau-là d'archives et cette authenticité? Non, moi je ne fais pas de différence fondamentale entre ce qui se relèverait du documentaire, donc du champ du réel, et de la fiction, qui serait censée être de l'imaginaire. Il y a des fictions qui nous renseignent beaucoup plus sur un état du monde que certains mauvais documentaires ou certaines formes d'images documentaires. Si on prend ne serait-ce que ce film-là, par exemple, une grande partie de J'ai brûlé des jambes, c'est de la fiction. Il a surexagéré son expérience de l'hôpital. Il a vraiment travaillé à l'hôpital et c'était atroce, mais il a transformé son expérience atroce dans des signes efficaces pour le spectateur du film. C'est-à-dire, s'il avait raconté la réalité de son truc, déjà c'était hyper gore, et c'était beaucoup moins parlant que l'idée de se retrouver dans un couloir avec un sac. Ça, il ne l'a pas fait, par exemple. Il ramenait, évidemment, il ramenait des membres et tout ça, mais il n'a jamais physiquement porté un sac, Serdran, à 2h du matin dans un couloir qui clignote. C'est un réalisateur, il sait l'effet que ça va faire. Il a réellement ramené des morceaux de corps, mais pas ce geste-là. Donc, ça veut dire, évidemment, cette image, on pense que c'est son expérience parce qu'on croit que c'est un documentaire et en fait, c'est fictionnel. Donc, en fait, décider de ce qui est de l'ordre de la fiction dans une image qu'on ne connaît pas, etc. Et puis, ça apporte pas beaucoup de... Si, ça apporte si on utilise l'image comme preuve. Si on parle de la guerre et d'un coup on monte des images qui sont des reconstitutions, on a intérêt à le savoir quand on les monte ou à le dire. Mais sur des images en général, tant qu'elles nous disent quelque chose, c'est le plus important. Après, les chemins qu'elles prennent ou que leurs auteurs prennent, tant qu'il n'y a pas vraiment de contre-vérité dans ce qui est énoncé, voilà, que ça soit de l'ordre d'un réel, parce que ça serait le documentaire. Je ne crois pas que le documentaire parle du réel, moi, spontanément, parce que c'est mis en scène, donc il y a un regard, donc on le sait bien, il n'y a pas de neutralité, donc le plus important, c'est ce que ça nous apprend, une image. Après, je ne sais pas si votre question, c'était sur comment j'utilise les images ou comment on peut les utiliser a posteriori. C'était plus sur comment vous les utilisez, pour le coup. Enfin, pas par rapport à leur démarche à eux, mais vous qui, du coup, n'avez pas vécu cette guerre, comment justement vous les réappropriez aussi et les présentez? Ce que je disais tout à l'heure, j'essaie de faire attention, d'être précautionneux avec les images. Par exemple, je ne vais jamais... Là, les extraits que vous voyez des films correspondent vraiment aux films tels qu'ils sont. C'est des bouts, hein, mais il n'y a pas les images et les films entiers, mais faut que ça ressemble à l'original. Ça, c'est une de mes règles, par exemple. Je ne vais pas enlever un plan parce qu'il m'intéresse et je ne vais pas en déplacer un à l'intérieur du film. La seule opération que j'ai vraiment faite sur ces films, mais évidemment, ils étaient contents de ça, je les ai restaurés pour les rendre, parce qu'évidemment, après 10 000 copies de VHS, déjà que c'est pas très bon, mais alors là, on s'en sort plus. Numériser, repasser en H264 sur YouTube et tout ça, enfin, c'est un régal, quoi. Donc, j'aurais redonné leur forme un peu en termes de matière, mais j'essaie d'être en tout cas très précautionneux et de faire attention aux coupes, quoi, la coupe dans un film. Bonsoir, merci beaucoup. C'est peut-être une question un peu terre à terre, un peu pratique, mais il y a eu un choix de montrer des choses qui étaient très graphiques, qui ne sont pas du tout gratuites évidemment, étant donné le contexte. Mais je me dis qu'aujourd'hui, avec tous les questionnements qu'on a sur les avertissements avant de montrer des images, je me demande si c'est aussi une volonté de ne pas avertir le public avant que le film commence pour montrer ça, un peu comme une guerre qui frappe sans avertir. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Est-ce que c'est volontaire? Non, pas du tout. Le film, de toute façon, il n'est pas passé en comité de censure, mais ça sera un film tout public. C'est à peu près évident. C'est étonnant parce que moi, par exemple, je sais qu'il y a des images, le film de Serdran et tout ça, c'est violent, mais franchement, il y a pire.
Je ne sais pas si vous avez regardé les news aujourd'hui avec ce qui s'est passé en Russie et les gars qui ont été torturés par la police russe. Eh ben ça fait réellement vomir, quoi. Et ça passe. Et les images violentes, des vraies images violentes, pures, on en voit depuis qu'on est gamin, quoi. Et ça, en fait, ce qui pose problème, et c'est là que c'est paradoxal, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les a montés. Il a voulu s'en défaire, il fait ses trucs sur la neige et d'un coup il rappelle la guerre. Et ce qu'on veut pas, nous, ce qu'on trouve violent aux spectateurs, c'est pas tant les images, c'est le fait qu'il nous les impose après 2 minutes de trucs super zen, etc. Et d'un coup, il ose nous balancer 3 images de corps. Ça dure, allez, 2 secondes, même pas, 1 seconde 10. Et on trouve ça violent alors qu'on a, dès que la violence est montrée en continu, paradoxalement, ça ne nous choque pas tant que ça, même quand on voit des corps et tout ça. Enfin si, ça nous choque. Moi, j'arrive pas à les regarder, mais en tout cas, il suffit pas d'aller loin il suffit de regarder les news, quoi, pour avoir ces images-là, ou de voir les films d'action américains, etc. Et là, je sais que ça fait un effet qui est comme ça, mais que je trouve très paradoxal parce que moi, ce que je vois, c'est le geste qu'il a voulu faire, et plus que les images qu'il utilise. Et par exemple, moi, je trouve ça beaucoup plus violent la séquence d'après avec le bus, où c'est pas violent parce qu'il n'y a pas de corps, mais juste on le voit, ce corps. Et là, c'est nous qui remplissons. Et c'est là que ça devient violent pour nous. Mais l'image en elle-même, c'est pareil, il y a pire, quoi. Mais après, c'est vrai, vous avez raison, s'il y avait besoin, je suis rarement volontariste sur le public, mais je me dis qu'on ne peut pas regarder un film sur la guerre en faisant l'économie de son confort. Bien. Jean-Gabriel, Pablo, je crois qu'on a atteint leurs limites. Du coup, je vous remercie vivement tous les deux. Bravo pour ce docu qui est vraiment percutant. Et puis merci à vous. Merci pour cette conversation.